Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Nakamoshi pour cette nouvelle review des shows du 4 janvier de New Japan Pro Wrestling. Et dans cette vidéo, on va finir les shows des années 90 avec le show de 1999. Et donc on va commencer, on va perdre de temps. L'opener a lieu voit s'affronter Manabu Nakanishi contre Katsuyuki Fujita dans un match que j'ai noté à 2,5. Match essentiellement composé de grappling, voilà, de lutte au sol, construction de certaines séquences plutôt intéressantes, mais match assez plat globalement. Voilà, pas spécialement d'histoire à raconter, c'est beaucoup de grappling, mais sans que ce soit intéressant, soit qu'on mette l'accent sur un tel est plus fort que l'autre, un tel gère mieux telle transition ou quoi. C'est assez faible, mais c'est plutôt bien worké quand même. Donc un bon petit 2,5 pour commencer, voilà, ça fait pas de mal. Ensuite, on a Yasuda, Kido et Fujinami en équipe contre Ohara, Kimura et Goto. J'ai mis 2-1/4 pour ce match-là. Voilà. C'est un match typique des shows des 4 janvier dans ce registre-là. C'est-à-dire que quand on a beaucoup de lutteurs assez vieux qu'on veut caser, on les met souvent tous ensemble. Donc là, voilà, 3 contre 3. Et je pense qu'ils ont tous plus de 45 ans au moment du match. Donc voilà, match qui va durer 10-12 minutes je crois, et quand je dis match typique, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de relais, beaucoup de changements, pour garder un certain dynamisme dans le match, pour éviter que certaines séquences soient trop longues ou souffrent du manque de cardio des lutteurs. Donc voilà, des match-ups plutôt intéressants, on s'ennuie pas trop dans ce match-là, pas spécialement, on s'ennuie même pas d'ailleurs. Donc c'est vraiment très bien. J'enchaîne avec le match qui a mis une claque sur ces shows du 4 janvier parce que alors je les ai pas tous vus. Pour ceux qui savent pas pourquoi je fais ces reviews, c'est que alors déjà j'adore le 4 shows old school et je m'étais dit tiens je vais me faire tous les shows du 4 janvier parce que j'ai vu tous les Wrestle Kingdom mais j'avais pas vu tous les shows qui ont eu lieu avant, tous les shows du 4 janvier qui avaient eu lieu avant Wrestle Kingdom. Donc du coup ça commence en 92, je me suis dit tiens je vais tous les faire et je vais en faire des reviews. Et même si j'avais vu quelques shows et quelques matchs, ce match-là, qui paye pas de mine sur le papier, est pour moi le meilleur match du 4 janvier de toutes les années 90. C'est un match que je note à 4,5, donc plus que le Vader Inoki de 96 où j'avais mis 4 1 quart. Ce match-là, je lui mets 4,5. C'est Shinjiro Tani en équipe avec Tatsuhito Takaiwa contre Dr. Vanier Jr. et Kendo Kashin. Alors, pour ceux qui me connaissent, j'adore Shinjiro Tani. Je suis un gros marque de Shinjiro Tani. Takaiwa, bon, je m'en fous un peu. Dr. Vanner Jr., je connaissais pas du tout. Et Kendo Kashin, j'aime beaucoup. Alors, déjà, je voudrais revenir sur Dr. Vanner Jr. que je connaissais pas. Enfin, que je connaissais pas. Je connais rien en lucha libre. Je connais rien. Ça m'intéresse pas spécialement. Le style m'intéresse pas trop. Je trouve que c'est très 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 chorégraphié, même beaucoup trop. Et souvent, en termes de selling, ça part un peu en couille. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop la lucha libre. Peut-être que je m'y intéresserai plus un jour. Mais vu que ça m'intéresse pas, je regarde pas du tout de lucha libre et je connaissais donc pas Dr. Vanier Jr. Enfin, je connaissais pas. Étant donné que j'adore le catch old school et que je me concentre essentiellement sur le catch japonais et américain, les grandes stars du catch mexicain sont passées aux États-Unis et au Japon. Donc je les connais de nom. Je suis aussi un grand joueur de TOW, donc forcément, dans les grandes époques, tu vois quels sont les noms qui reviennent le plus souvent et quelles sont les grandes stars. Mais pour autant, je les ai jamais vus catcher, ou très peu. Dr. Banner Jr., je ne l'avais jamais vu catcher. Et même s'il n'a pas fait une prestation exceptionnelle où il a volé le show, il a été, à la manière de Shinjiro Tani, très sobre, mais très très bon. Et il m'a mis une claque, vraiment. Otani, toujours super, toujours génial. Et Takaiwa et Kashin sont ceux qui pour moi apportent le plus de storytelling. Il y a une grosse animosité surtout entre ces deux-là. Même si ils ont eu l'habitude de travailler ensemble, parce que durant l'année précédente, ils sont déjà affrontés plusieurs fois, notamment un gros match en fin d'année 98, ouais, où on rajoute dans cette opposition Koji Kanemoto d'un côté et Joshi Nagar de l'autre, donc un très gros 3 contre 3 qui est à voir aussi. Voilà. Même si c'est pas un match du 4 janvier, je vous le recommande quand même, il faut aller avoir la curiosité d'aller voir. Donc prestation très sobre,
mais hyper efficace. Ça se taunt beaucoup. On se pique les prises les uns des autres. Et voilà, un match exceptionnel. Je sais pas spécialement quoi dire sur ce match. Il est très sobre, mais il est exceptionnel dans le registre. Je sais qu'il plaira pas à beaucoup de monde autant qu'il m'a plu. Parce que voilà, moi j'ai mis 4,5 parce que j'ai adoré ce match. Mais je pense pas que beaucoup de gens mettront une aussi grosse note à ce match-là. Ensuite, on a Yoshi Nageur contre Koji Kanemoto, que je note à 4 étoiles. Aussi, c'est un très très bon match. Excellent combat entre les deux. Pour moi, c'est le meilleur qu'ils aient eu jusque-là. Je sais que je suis dans la très grosse minorité en disant ça. Enfin, je l'ai vu nulle part, hein, ce que je suis en train de dire. Pour moi, c'est celui-là le meilleur match qu'ils ont eu jusqu'à maintenant, jusqu'au 4 janvier 99. Il y en a beaucoup qui plébiscitent le match de 98 à la place. Moi, je préfère celui-là. Ouais. Beaucoup d'intensité entre les deux. Voilà, il y a pas mal d'histoire entre les deux. Parce qu'ils ont l'habitude de s'affronter plein de fois. Kanemoto qui va prendre l'avantage avec beaucoup de violence. Il va martyriser Liger à coup de pied, il va le martyriser au sol. Il va lui travailler le bras assez violemment. D'ailleurs, sur la grande majorité du match, ça va se résumer entre guillemets à ça. Kanemoto travaille le bras et Liger travaille aussi le bras. Les transitions sont également très bonnes dans ce match-là. Il n'y a pas de moment où. Enfin, il n'y a pas de trop grosses ficelles, trop grosses ficelles qui nous donnent. Enfin, qui nous font sortir du match. Voilà. Je trouve que c'est un match très, très sobre, mais très efficace. Un peu comme le match d'avant. Un peu comme le match tag d'avant. Alors ça va travailler beaucoup au sol, il faut savoir que Joachim Lager en 96 ou en 95, je crois que c'est 96, il va se faire opérer du cerveau pour se faire retirer une grosseur. Alors je sais pas si c'est une tumeur ou un truc, mais il a une grosseur au niveau du cerveau, donc il va se faire opérer pour se faire retirer cette grosseur. Et du coup c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, il va beaucoup plus privilégier le travail au sol et va partir beaucoup moins dans tout ce qui est high fly et prise de risque. Alors il y en aura toujours évidemment un petit peu, mais c'est pour ça que le style de Liger est devenu beaucoup plus au sol et beaucoup plus sobre. Et c'est devenu un bon technicien, je trouve, au sol. Voilà. Pas exceptionnel, mais très bon dans le registre. Ça manque un peu de ceiling parfois, parce que les deux vont quand même se travailler le bras pendant de longues minutes. Et ça va pas forcément se ressentir dans le déroulé du match. C'est pour ça que je n'aimais pas plus au combat. Mais voilà. Comme je dis, les transitions sont bonnes, sauf une où Liger va porter un brainbuster à Kanemoto à l'extérieur. Il va le ramener dans le ring ensuite. Et je trouve que Kanemoto va revenir un petit peu trop facilement dans le combat. Voilà. Le booking aussi est très bien à la fin parce que Kanemoto il va avoir match gagné, il va porter son moonsault sur Liger et il va faire le tomber, il va s'arrêter volontairement à 2. Tout ça pour installer Liger sur le coin pour essayer de lui porter son super Hurricane Rana à la troisième corde. Mais il va se faire contrer, Liger va pousser Kanemoto, va faire tomber Kanemoto dans le ring. Ensuite c'est Liger qui va installer Kanemoto sur la troisième corde, il va lui porter un brainbuster du haut de la troisième corde sur le ring et il va le battre par tomber. Voilà, donc ça laisse. Tout le monde reste fort, comme dirait Sturi. Ça garde Kanemoto extrêmement fort, extrêmement légitime dans la division des junior heavyweight. Ce qui était le gros problème de cette division les années précédentes, où quand c'était pas des lutteurs qui venaient de l'extérieur, il n'y avait pas spécialement de lutteurs qui pouvaient rivaliser avec Liger. Si c'était pas des Chris Benoit, des Ultimo Dragon, des Great Sasuke par exemple, tous les autres lutteurs de chez NJPW étaient en dessous de Liger. Parce que Liger c'était une grosse star, mais même quand un autre junior heavyweight battait Liger, à aucun moment dans l'inconscient collectif, ça lui permettait d'atteindre le niveau, le statut de Liger dans la division. Même si Liger perdait un de ses championnats contre un autre lutteur de NJPW, la fois suivante, si Liger rechallengeait pour avoir une nouvelle chance au titre, Liger était archi favori. Même s'il avait perdu le match précédent clean, il y avait toujours ce statut, enfin un manque de star power sur les autres lutteurs qui faisait que Liger était un petit peu seul dans sa division chez NJPW. Donc voilà, Kanemoto va permettre de réduire un peu cet écart-là, tout comme chez Jiro Otani notamment.
Donc très gros début de show, ça va se calmer derrière avec Kensuke Sasaki contre Atsushi Onita. Voilà, j'adore les deux. Malheureusement, ça va pas le faire. Ça va pas le faire parce que déjà le booking très mauvais. Ça va durer 5 ou 6 minutes je crois et ça va être un gros squash. Sasaki va défoncer la gueule de Onita. Onita va se faire disqualifier en l'attaquant avec une boule de feu. Ouais, boule de feu, étonnant. Donc voilà, ça va être le gros bordel. Onita il aime bien quand c'est le bordel, il va prendre son manteau, il va se barrer. Sasaki il va le suivre, il va l'attaquer sur la rampe. Et ensuite les deux vont se faire séparer. Sasaki va prendre le micro, il va lui dire de revenir. Onita il va se barrer. Donc voilà. Segment parce que c'est plus que. Enfin, c'est pas un match, c'est plus un segment, mais c'est faible. C'était faible. C'était faible, c'était vraiment pas ce qu'il fallait. Onita qui est chez New Japan parce que, juste pour l'anecdote, FMW faisait des salles immenses. Et je crois qu'à ce moment-là, si je dis. Alors, j'ai plus les chiffres, je regarderai pour la prochaine vidéo. La FMW. Non, pas la FMW. Atsushi Onita était tellement une star que. Je crois que les shows où apparaît Onita, je crois que c'est deux des. Je crois que c'est deux des 4 ou 5 plus grandes foules de toute l'histoire de New Japan, je crois. Jusqu'à cette époque-là. Je vérifierai, je regarderai en début de prochaine vidéo. Ensuite, on a deux matchs de shoot entre Yuji Nagata et j'ai pas noté son adversaire, mais de toute façon, c'est pas un match à avoir. Et je vous disais dans la présente vidéo, Don Fry contre John Stone après affronter Ogawa. Encore une fois, c'est le match de shoot de Don Fry qui est le plus divertissant, le meilleur. Et voilà. Moi, j'adore le shoot style. Je sais pas si c'est votre cas. Si vous aimez le shoot style, vous pouvez regarder les deux matchs de Don Fry. De toute façon, je vous ai recommandé le match de Don Fry dans la vidéo précédente pour l'année 98. Pour l'année 99, je vous recommande encore une fois le match de Don Fry. Et voilà. Don Fry, un peu une énigme, parce que quand il était dans le catch, c'était pas terrible. Mais quand il est dans le catch pour faire du shoot, c'était bien mieux. Ensuite, on a un pré-main event, le match par équipe entre Genichiro Tenryu et Kochinaka, qui sont les champions par équipe, contre l'équipe Tenkoji, Satoshi Kojima et Hiroyoshi Tenzan. 3-1-4, voilà. Match. Allez, 3-1-4, c'est peut-être même un peu généreux, ça vaut peut-être plus 3. Mais c'est un combat qui m'a diverti. Voilà, il n'y a pas de. Il n'y a pas spécialement d'histoire qui est racontée dans le match. Mais il se passe toujours quelque chose. Voilà, il n'y a pas de temps mort. Ou pas trop. Il y en a quelques-uns quand il y a Koshinaka dans le ring. Mais voilà, les match-ups sont plutôt intéressants. Il y a plutôt une bonne chimie entre tout le monde. Même si c'est quand même mieux quand il y a Tenryu dans le ring plutôt que Koshinaka. Mais c'est un match qui se laisse regarder. Voilà. C'est pas une recommandation spécialement, mais c'est plutôt pas mal. Je vois que j'ai pas noté dans mon déroulé le match entre Hashimoto et Ogawa. Donc voilà, alors, je sais plus si c'est en pré-main event. Non, je crois que c'est avant le tag Tenryu Koshinaka contre Tenkoji. Donc, bref, il y a un match, faut savoir sur ce show, entre Shinya Hashimoto et Ogawa, dans un match de shoot. Alors, selon les rumeurs, Ogawa a défoncé legit Hashimoto pour se faire un nom. Parce que selon certaines rumeurs, c'est Inoki qui lui a demandé de défoncer Hashimoto. Et selon d'autres rumeurs, c'est Aiki Shoshu qui lui a demandé de défoncer Hashimoto. Rumeur accentuée par le fait que vous ne trouverez aucun match de Ogawa sur le New Japan World. Mais la vérité, c'est que c'était un match de shoot, de work shoot, où c'était prévu que Ogawa défonce la gueule d'Hashimoto. Parce que New Japan avait beaucoup d'espoir en Ogawa, ils voulaient en faire une star. Et ils auront raison, parce que dans le futur, Ogawa, ça va être une grosse star. Le problème, ou le truc qui me dérange, c'est le procédé, parce que pour en faire une star, on accepte de détruire Hashimoto dans de grandes proportions. Hein. Je trouve que le procédé est assez. Enfin, je sais pas si malhonnête, non, c'est pas le terme, mais c'est un peu petit. Enfin, pas petit bras, je sais pas quoi. C'est un peu dégueulasse, quoi. C'est un peu dégueulasse. Parce que Hashimoto, c'est l'une des plus grosses stars de la compagnie, dans toutes les années 90. C'est autour de lui qui a été booké la compagnie pendant assez longtemps. Et juste parce que le mec vous dérange backstage, et ben on va le dépoucher et dépoucher grave. Et on va surtout le faire passer pour un gros con. Enfin, pour un lutteur faible. Je trouve que c'est le procédé
Il est dégueulasse, ouais. Euh, alors déjà, faut savoir que alors c'était un work, hein, c'était prévu. Pour ce qui est du New Japan World, vous ne trouverez pas de match d'Ogawa parce qu'en fait Ogawa a les droits, enfin possède ses droits d'image. Donc New Japan Pro Wrestling n'a pas les droits des matchs de Ogawa. C'est pour ça que vous ne trouverez aucun match d'Ogawa sur le New Japan World. C'est pas du tout parce que New Japan veut effacer ce côté-là de l'histoire parce qu'ils n'assument pas le truc. C'est pas du tout ça, c'est juste que Ogawa il a ses droits, donc New Japan n'a pas le droit de diffuser ses combats. Et pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que Hashimoto voulait créer une compagnie à part. Euh, alors il voulait l'appeler, je crois que c'est un truc du genre New Japan Pro Wrestling 01. Je crois que c'était ça. Et qui se voulait être une espèce de NXT euh, à la japonaise. Parce que Hashimoto voulait prendre les meilleurs lutteurs, les meilleurs jeunes lutteurs japonais, les faire lutter dans une structure. Et une fois qu'ils étaient prêts, on les envoie chez New Japan. Ce qui permettait de ne pas avoir ce système de Young Lion euh, en début de show qui n'intéressait pas spécialement personne, ça faisait pas réagir les foules en plus. Alors même si c'est sympa pour à différents niveaux, moi j'aime bien regarder les Young Lions, ça permet de voir qui a du talent, qui progresse, etc. C'est un côté un peu assez cool quand même. Mais je comprends que tout le monde ne soit pas intéressé par ça. Et Hashimoto trouvait que c'était pas spécialement intéressant d'avoir des Young Lions sur les shows, sur les cartes New Japan. J'ai trouvé ça assez inintéressant. Et pour eux, Hashimoto trouvait que c'était mieux les avoir sur des cartes où ce ne seraient pas juste des Young Lions, ce seraient des mecs qui pourraient bosser plus et qui pourraient monter plus rapidement dans les cartes. Et qui pourraient progresser plus et qui ne seraient pas obligés d'aller partir à l'étranger pour être formés, qui pourraient être formés à la japonaise, au Japon, être exposés devant des japonais et travailler à la japonaise plus rapidement et progresser plus rapidement. Et rejoindre New Japan et avoir déjà un peu le style New Japan. Parce que si tu es formé à la New Japan, c'est bien, mais si tu pars être formé ou post-formé à l'étranger, euh, tu peux avoir un peu du mal à t'adapter à l'étranger. Donc ton passage à l'étranger peut ne pas être une réussite, être un peu pénible pour toi. Et en fonction de ta formation, je pense que qu'en revenant chez New Japan, il y en a certains qui ont pu avoir du mal à redémarrer la machine. Alors que là, si tu restes au Japon, je pense que c'est plus facile d'intégrer New Japan et plus naturel. Donc Hashimoto voulait faire un peu une sorte de NXT, enfin NXT du début, mais après Interville, où Triple H a repris la main. Parce qu'il y a des mecs que je pense qu'on n'avait jamais entendu parler, mais qui sont sortis de NXT. Hein. Enfin, en tout cas, dès le début. Un mec comme Baron Corbin, je pense que personne n'avait entendu parler avant qu'il débarque à NXT. Qui y avait à l'époque American Alpha, je pense que personne n'avait entendu parler non plus. Donc il y a eu quelques réussites à différents niveaux. Hein. American Alpha parce que c'était des mecs talentueux et Baron Corbin parce qu'il fait une bonne carrière dans le main roster, hein, dans le sens être exposé et se faire de l'argent. Je pense que lui, sa carrière est une réussite à ses yeux. Euh, donc voilà. Et du coup, il pushait, il, il vendait son idée assez régulièrement aux décisionnaires, hein, c'est-à-dire Antonio Inoki, mais surtout Riki Choshu, qui était le boss quand Antonio Inoki n'était pas là, parce qu'Inoki était à la retraite. Et il passait pas l'intégralité du temps chez New Japan. Il y a plein de shows où il n'assistait pas, parce qu'il avait d'autres occupations. Et donc Riki Choshu était un peu le boss sans Inoki, et c'est lui qui prenait toutes les décisions. Et Hashimoto lui se soumettait son idée assez régulièrement, parce que je pense qu'il avait raison, je pense que c'était une bonne idée, mais il va se faire envoyer dans le mur plein de fois, ça va mener à des disputes entre les deux, et à tel point qu'un jour Hashimoto va se faire envoyer à cause de cette idée-là, parce que Hashimoto avait la conviction que c'était quelque chose de bien, et en tant que non yes man, j'ai envie de dire, pour le bien de la compagnie, il voulait que son idée voit le jour. Et il va se faire renvoyer. Et son renvoi va faire partie de la rivalité avec Ogawa.
Parce que oui, le match avec Ogawa, c'est pas juste un match comme ça, c'est une vraie rivalité. Donc c'est pas du tout un shoot qui sort de nulle part. C'est une vraie rivalité qui a commencé avant le match du 4 janvier 99 et qui va se continuer après. Et dans la storyline, Hashimoto va dire que s'il perd son match contre Ogawa, et ben il quittera New Japan. Donc il va perdre son match et il va partir. Quelques mois plus tard, il va juste faire un match par équipe, je crois que c'est avec Fujinami, et je sais plus contre qui, mais voilà. Et il ira fonder sa compagnie qui va s'appeler Pro Wrestling 01. Je crois que c'était New Japan Pro Wrestling 01, le nom qu'il voulait donner en partenariat avec New Japan, mais je suis plus sûr. Et donc voilà, il va partir, il va monter Pro Wrestling 01 et ça va plutôt bien marcher, en tout cas au début. Il se fera rejoindre quelques mois plus tard par son grand copain Shinjiro Otani, un grand junior heavyweight que Reiki Shoshu va faire passer dans la division des poids lourds avec Liger. Et dans l'esprit de Shoshu, comme c'est des anciens poids légers, bah, ils vont se faire booker. Comme c'est des anciens poids légers qui arrivent dans la division poids lourd, et bah, ils sont moins forts que les poids lourds qui sont là, donc ils vont grosso modo perdre tous leurs matchs, surtout Hashimoto, surtout Otani, pardon. Et Otani, ça va pas lui plaire du tout. Il va dire, mec, je suis dans la division poids lourd, donc autant que je sois booké comme un poids lourd et que je sois capable de rivaliser avec des poids lourds, sinon ça sert à rien que je sois là. Reiki Shoshu va rien vouloir savoir, les deux vont se disputer et Otani va se barrer, rejoindre Hashimoto chez Zero One. Et ensuite, le main event dont je parlais dans la vidéo précédente entre Keiji Muto et Scott Norton pour le titre IWGP, que je note à 3,5. Chouette match, David contre Goliath. Un très bon match David contre Goliath. Il faut savoir que les deux font partie de la NWO, NWO Japan. Mais voilà, faut regarder un peu de ce qui se passait chez NWO Japan, c'était plutôt cool. C'était NWO contre NJPW, un peu comme NWO contre WCW. Et il y avait des trucs qui étaient plutôt cool, hein, voilà. Des trucs aussi assez décalés, hein, comme par exemple Keiji Muto. Alors Keiji Muto, il a son personnage de Keiji Muto et il a son personnage de Great Muta. Et dans la feud NJPW contre NWO, Muto il va être dans les deux camps à la fois. Et en tant que Keiji Muto, il va être dans un clan, et en tant que Great Muta, il va être dans l'autre clan. Donc des fois il va y avoir des matchs par équipe avec Muto, des fois il est d'un côté, des fois il est de l'autre. Donc c'est assez drôle à voir. Enfin drôle, intéressant à voir. Intéressant et intriguant. Sur le papier ça pue un peu la merde, mais il faut regarder les matchs, c'est plutôt cool. Donc voilà, pour raconter un peu l'histoire du match, qui est cool, c'est c'est Muto, forcément plus agile et plus rapide que Norton, qui va lui tourner autour. Il va d'abord se mettre à travailler le bras, et c'est ça que je trouve hyper cool dans la construction, c'est que lui, Scott Norton, la seule chose qu'il veut, c'est défoncer son adversaire, parce qu'il est plus puissant que lui, donc il va lui mettre plein de power moves jusqu'à ce qu'il gagne. C'est la stratégie de Scott Norton. Keiji Muto, lui, il va se mettre à travailler le bras de Norton, c'est-à-dire si le mec il peut pas me porter des gros moves, s'il peut pas me porter de gros dégâts, à l'usure je vais l'avoir. Donc il commence par travailler le bras, mais pour travailler le bras, il faut être assez proche de son adversaire. Et à défaut, Scott Norton, il va réussir à l'attraper, il va réussir à lui mettre des gros pains dans la gueule. Des grosses droites, des grosses clotheslines, des trucs comme ça. Il va l'emmener au sol aussi, il va essayer de l'affaiblir, tout ça. Et à un moment donné, il va lui porter une prise qu'il porte assez souvent, c'est un brise-épaule. C'est-à-dire, il prend son adversaire sur son épaule comme ça, et ensuite il le fait tomber sur le genou de Scott Norton. Scott Norton fait tomber son adversaire sur son propre genou, fait épaule la première, voilà. Donc un brise-épaule. Mais sur cette manœuvre, Scott Norton il va se blesser. Et à partir de ce moment-là, Muto il va changer de stratégie, il va s'en prendre uniquement à la jambe blessée de Norton. Avec deux stratégies bien différentes. Beaucoup de dropkick pour toucher le genou de son adversaire sans pouvoir se faire attraper lui. Et quand il sent que Norton est très affaibli, il s'en prend de manière un peu plus proche à son adversaire, avec des Dragon Screw notamment, qu'on voit beaucoup utilisés par Tanahashi aujourd'hui. Donc voilà, deux stratégies en une. Et sauf que quand il s'en prend directement à la jambe, c'est plus efficace qu'un fait des dropkicks. Et que quand il s'en prend directement à la jambe, quand il est beaucoup plus proche, quand il attrape la jambe, il est à portée de main de Scott Norton. Et du coup, des fois, Scott Norton, il va réussir à reprendre l'avantage en mettant des gros taquets à Muto, parce que Muto s'expose. Et c'est
C'est vraiment chouette en fait. Tout le déroulé du match est vraiment cool. Donc voilà. C'est un peu le storytelling du match que je vous invite à voir. Un très chouette David contre Goliath que je mets à 3,5. Parce qu'il y a quand même ses limites dans le catch de Scott Norton. Même si Muto, comme je dis, je pense que Keiji Muto, c'est. Je pense que c'est le MVP des années 90, Keiji Muto. En tant que Great Muta, je suis pas fan. Parce que c'est des matchs très déstructurés. Et ça se veut très déstructuré via le personnage. Mais en tant que Keiji Muto pur, je pense que c'est lui qui est le meilleur lutteur de toutes les années 90. Parce que je pense que c'est lui qui a la plus grande variété d'adaptations. Qu'il affronte des mecs techniques, des mecs très puissants, des mecs un peu plus grappling comme Shono. Je pense que c'est lui qui a eu la meilleure diversité de matchs, la plus grande diversité de matchs, avec le plus d'adversaires différents. Donc voilà. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je vous donne la note du show. Avant de conclure, je mets 6+ à ce show. Je trouve que c'est un bon show. Ça démarrait un peu timidement, avec un 2,5, un 2, un quart. Ensuite, on enchaîne avec un gros 4,5 et un gros 4. Et ensuite, je trouve que la période shoot style a été assez mal négociée. Enfin, la période shoot style, ça commence avec Sasaki Onita, attraction, mal négociée. Ensuite, il y a 3 matchs de shoot avec Nagata, Don Fry et le Hashimoto Ogawa qui sont assez mal négociés. Le match de Nagata il est nul, le match de Don Fry il est très bien. Et le Hashimoto Ogawa, pour l'histoire du truc, enfin déjà le match est pas intéressant, parce que c'est un gros squash. Et quand tu connais les raisons derrière, bon voilà. Mais sans connaître les raisons, c'est un squash qui est mauvais. En plus, ajouter à cela le match d'attraction, Sasaki Onita, qui est mal négocié, ça fait un gros creux dans le show, qui est assez mal négocié. Donc voilà, ça commence timidement, on se reprend bien avec 2 excellents combats. Ensuite, gros creux dans le show, gros temps mort. Ensuite, le match pour les titres par équipe qui est moyen plus, et le match et le main event qui est bien. Donc voilà, 6+ pour ce show. J'ai pas donné la note pour le show précédent. De toute façon, ce sera noté, mais en gros, je mets 6,5. 6,5. De manière globale, le show était meilleur. Donc voilà. Vous pouvez retrouver, comme d'habitude, dans la description de la vidéo, le classement des meilleurs shows. Enfin, le classement des meilleurs shows. Le classement de tous les shows du 4 janvier. Avec la note pour vous donner une indication de qu'est-ce que vous pourrez y trouver, quelle est la qualité que vous trouverez dans le show. Et le classement des meilleurs matchs des shows du 4 janvier. C'est Takamanchi, la vidéo est bien assez longue, donc voilà, je vous quitte. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à commenter la vidéo. Dites-moi ce que vous avez aimé dans la vidéo et ce que vous n'avez pas aimé. Dites-moi ce que vous avez aimé pour les shows que vous avez vus sur cette décennie, et les matchs que vous avez aimés ou pas aimés. Voilà, je vous quitte là-dessus, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.